Merci, Monsieur le Président. Donc, bonjour tout le monde. Je commence par remercier l'équipe d'organisation, tous les membres de l'Amicale des pédiatres de libre pratique, de nous avoir donné cette occasion pour siéger parmi vous et pour parler de sujets qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, je vais vous parler des troubles vésico-sphinctériens, particulièrement chez l'enfant. En fait, notre expérience, elle a commencé dans les années 2000 avec les gynécologues, pour la prise en charge de l'incontinence urinaire à l'effort chez la femme. Et puis, ça s'est étalé à la prise en charge essentiellement de la vessie neurologique, de tout ce qui est neurovessie, les paraplégiques, les scléroses en plaques. Et puis, en collaboration avec les pédiatres et les chirurgiens pédiatres aussi, pour la prise en charge de ces troubles vésico-sphinctériens chez l'enfant. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc de l'énurésie de l'enfant. Rassurez-vous, ça va être beaucoup moins compliqué de ce que vous a parlé Sila Habib. C'est beaucoup plus simple, cet EMG, les tracés et tout ça. Donc, l'énurésie de l'enfant, en fait, je vais commencer par la définition. C'est quoi l'énurésie? Par définition, selon l'International Children Continence Society, ce sont des fuites involontaires, inconscientes, qui surviennent la nuit, pendant le sommeil, chez un enfant qui a plus de 5 ans. Donc, tout ce qui se passe avant 5 ans, il est tout à fait acceptable. Donc, un enfant qui fait pipi dans son lit avant l'âge de 5 ans, ça peut être accepté, ce n'est pas maladif, c'est tout à fait physiologique et il faut l'accepter et patienter. Donc, ça devient pathologique après l'âge de 5 ans. Il faut savoir que ce n'est pas une maladie, c'est tout simplement un symptôme. Et il faut bien expliquer aux parents. Et puis, quand on parle d'énurésie, il y a plusieurs types d'énurésie et il y a plusieurs classifications qui ont été établies. Et la classification qui a été donc retenue par la majorité des sociétés savantes, c'est la classification en énurésie monosymptomatique et énurésie non monosymptomatique, et puis la classer en énurésie primaire et énurésie secondaire, tout en sachant que ces deux classifications, ils peuvent être mélangées. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une énurésie primaire, cette énurésie primaire peut être monosymptomatique, comme elle peut être non monosymptomatique. De même pour l'énurésie secondaire, elle peut être monosymptomatique ou bien non monosymptomatique. Je vais venir pour les définitions de cette énurésie monosymptomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une énurésie qui est isolée. Donc, uniquement, il y a des fuites uniquement pendant la nuit, sans aucun autre signe du bas appareil urinaire. Donc, rien ne se passe au cours de la journée. Ça définit l'énurésie monosymptomatique. C'est une énurésie qui se passe, donc le symptôme, ça se passe uniquement la nuit. Et puis l'énurésie non monosymptomatique, c'est une énurésie qui est associée à d'autres symptômes du bas appareil urinaire. C'est-à-dire il y a d'autres signes qui se passent au cours de la journée, donc en plus de ce qui se passe au cours de la nuit, les fuites pendant la nuit, il y a d'autres symptômes du bas appareil urinaire. Et ces symptômes du bas appareil urinaire, ils peuvent être, que ce soit irritatif, une symptomatologie irritative, ou bien une symptomatologie obstructive. Donc, symptomatologie irritative, c'est-à-dire une pollacurie, une urgenturie, des fuites par urgenturie. Donc, l'enfant, il fait plus que 8 mictions par jour, il a des fuites d'urine. Ou bien une symptomatologie obstructive, c'est-à-dire l'enfant, il a une miction difficile à venir, il pousse. Donc, il exerce des poussées abdominales pour faire une miction. Il a des gouttes retardataires, donc un jet qui est faible. Tout ceci, c'est une symptomatologie obstructive qui peut être associée à l'énurésie dans le cadre de l'énurésie, ce qu'on appelle non monosymptomatique. Je reviens à l'énurésie primaire. C'est quoi? Donc, l'énurésie primaire, en fait, c'est une énurésie qui survient chez l'enfant qui n'a jamais acquis sa propreté. Donc qui n'a jamais été propre. C'est ce qu'on appelle l'énurésie primaire. Et généralement, c'est souvent un retard d'acquisition de la continence, tout simplement. Cette énurésie primaire, elle est de bon pronostic, c'est-à-dire elle va évoluer donc, vers la guérison avec le temps et elle va donc disparaître habituellement de façon spontanée avec l'âge. Et malgré cette disparition spontanée de l'énurésie, elle nécessite une prise en charge quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un retentissement très important, psychologique pour l'enfant et pour la famille, et social et économique, donc des efforts, des dépenses pour la famille, pour les couches, et faire donc la lessive tous les jours, donc c'est embarrassant pour la famille, donc ça nécessite une prise en charge malgré l'évolution qui est spontanément favorable. L'énurésie secondaire, par définition, c'est une énurésie qui survient chez un enfant qui a déjà acquis sa propreté.
Donc, pour une période, il a acquis une propreté et cette période, elle doit être au moins supérieure à 6 mois. Donc, il était propre pendant 6 mois au moins. Puis, il y a réapparition de cette énurésie ou de ces fluides pendant la nuit. Dans le cadre de cette énurésie secondaire, il faut toujours rechercher une cause, il faut toujours se méfier. L'énurésie secondaire, elle cache toujours quelque chose derrière et il faut toujours pousser les explorations, je vous le dis tout de suite. Et il faut rechercher un facteur déclenchant ou bien tout simplement une infection urinaire ou bien un choc psychologique, le décès d'un parent, le décès d'un grand-parent ou la perte d'un objet qui est précieux pour l'enfant ou bien un facteur déclenchant un peu plus grave, un diabète sucré, insipide ou bien une cause urologique ou bien une cause neurologique dans le cadre de cette énurésie secondaire il faut toujours rechercher un facteur déclenchant. Je reviens pour l'énurésie primaire. Donc, la prévalence, elle est à peu près de 15% de la population générale. Ça atteint un peu plus le garçon, 20% par rapport à la fille. Et il y a un taux de guérison de 15% dans cette population, au moins par an, de façon spontanée. Et vous voyez donc sur la courbe que ça évolue vers la guérison. Et puis, ça peut persister chez quelques patients, 2 à 3%, ça peut persister à l'âge adulte. Et à ce moment-là, il faut rechercher d'autres pathologies telles qu'une anémie macrocytaire falciforme, qui est associée. Des facteurs étiologiques peuvent être associés dans le cadre de cette énurésie. Il faut toujours rechercher le facteur génétique. Et les études ont montré que lorsque les deux parents y sont atteints, il y a une chance de 75% d'avoir une énurésie chez l'enfant. Quand il y a un seul parent qui est atteint, il y a 45% de chance d'avoir une énurésie pour l'enfant. Et quand il n'y a aucun parent qui n'est atteint, ça rejoint la population générale et c'est de 15%. D'autres facteurs étiologiques qu'il faut rechercher, le retard de développement psychomoteur, et ceci a été évoqué du fait qu'on a constaté chez les enfants ayant un retard, une augmentation de l'énurésie chez les enfants qui ont un retard de développement psychomoteur avec un retard du langage, un retard des acquisitions psychomotrices. Et chez les enfants ayant un retard psychomoteur, ils ont donc une capacité vésicale diminuée dans le cadre de ce retard de développement psychomoteur. Un autre facteur étiologique qui est capital à rechercher, qui est la constipation. Il faut toujours commencer par traiter la constipation et il faut toujours rechercher cette constipation. Et dans notre expérience, on a des enfants qui guérissent de cette énurésie tout simplement par le simple fait de traiter la constipation tout court pour guérir la symptomatologie urinaire. Il faut rechercher un syndrome d'apnée de sommeil. Est-ce que l'enfant il ronfle pendant la nuit? Donc une obstruction des voies aériennes. Il faut toujours rechercher ce facteur étiologique. Rechercher des troubles de l'attention avec une hyperactivité. Donc, ces troubles attentionnels, ils augmentent la probabilité d'énurésie de à peu près 3 fois chez ces enfants. Et puis, rechercher une prise médicamenteuse qui peut causer donc, ces fuites urinaires, à savoir le lithium, l'acide valproïque, la clozapine et la théophylline. Donc, sur le plan pathogénique, en fait, quand on parle de physiopathologie, de pathogénie, il y a 3 grands mécanismes, 3 acteurs principaux. Le premier acteur, ce sont des troubles du sommeil. Donc, dans la majorité des études, on parle du fait que ces enfants énurétiques, ils ont un sommeil qui est profond par rapport à la population normale, aux enfants qui sont normaux. Après, il y a des études qui ont montré tout à fait le contraire, qui ont dit que, au contraire, ces enfants, ils ont un sommeil qui est tout à fait léger, qui a été démontré par des études. Donc, en fait, ce qui a été retenu, ce sont des troubles. C'est une diminution du seuil, c'est un seuil de réveil élevé, c'est-à-dire l'enfant, il est incapable de se réveiller à un stimulus de réplétion vésicale. Donc, il est incapable de se réveiller quand il y a une réplétion vésicale, quand il y a une contraction vésicale qui apparaît. Et de ce fait, l'énurésie, c'est tout simplement l'incapacité de se tirer hors du sommeil quand il y a, lors de sensations de réplétion vésicale ou lors d'apparition de contraction vésicale, dans le cadre, donc, par une augmentation du seuil de réveil chez les enfants. Le deuxième mécanisme éthiopathogénique, c'est une mauvaise régulation de la diurèse, donc ce qu'on appelle la polyurie. Et chez ces enfants énurétiques, donc on parle d'une polyurie nocturne qui doit être recherchée tout simplement par l'examen clinique, on va voir tout de suite. Cette polyurie nocturne, donc vous voyez sur la courbe que chez un enfant normal, la fabrication, la production d'urine, elle diminue
de façon très importante pendant la nuit. Chez l'enfant énurétique, cette fabrication d'urine, elle diminue, mais de façon qui est insuffisante. Donc l'enfant énurétique, il continue à fabriquer une quantité importante d'urine. Et puis pour l'osmolalité, de la même façon, donc l'enfant énurétique, il est incapable de concentrer ses urines pendant la nuit. Et ceci est dû à un manque d'hormones antidiurétiques, la desmopressine. Et vous voyez sur cette courbe que chez les enfants normaux, il y a une augmentation de la fabrication de desmopressine, d'hormones antidiurétiques pendant la nuit, normalement. Par contre, cette sécrétion, elle est nettement diminuée chez les enfants énurétiques. Donc, une sécrétion de vasopressine diminuée qui va entraîner une polyurie nocturne qu'on doit rechercher, qui est le deuxième facteur éthiopathogénique chez les enfants énurétiques. Le troisième facteur éthiopathogénique, c'est une capacité vésicale diminuée. Donc, chez certains enfants, ils ont une petite capacité vésicale avec une contraction qui apparaît au cours de la nuit dans le cadre d'hyperactivité vésicale, dans le cadre d'une énurésie non monosymptomatique ou monosymptomatique. Et puis, ces trois mécanismes donc, peuvent être éthiopathogéniques, peuvent être associés. Donc, le seuil de réveil élevé, la polyurie nocturne, la capacité vésicale diminuée et l'hyperactivité vésicale, ces trois mécanismes éthiopathogéniques peuvent être associés un par un, ou les trois en même temps peuvent être associés, ce qui rend le tableau un peu plus compliqué et par la suite, ce qui rend la prise en charge un peu plus compliquée. Donc, l'examen clinique, il est capital. Donc, il faut toujours commencer par un examen clinique de l'enfant. Et quand on parle d'examen clinique chez l'énurétique, c'est l'anamnèse, c'est l'interrogatoire. Il faut vraiment prendre son temps pour interroger l'enfant et interroger sa maman ou ses parents. Prendre son temps, c'est un interrogatoire qui dure au moins 20 minutes. Et on va interroger sur les antécédents personnels. Est-ce qu'il ronfle la nuit? Est-ce qu'il a un problème de diabète connu? Est-ce qu'il a une pathologie neurologique qui est déjà connue? Est-ce qu'il a une drépanocytose? Est-ce qu'il a un des parents qui était une hérétique dans ses antécédents? Et puis, poser la question sur le développement psychomoteur, donc les acquisitions psychomotrices. S'attarder sur la description de l'énurésie. Il faut vraiment, donc on peut faire le diagnostic du type d'énurésie dès l'interrogatoire. Est-ce que c'est une énurésie monosymptomatique, non monosymptomatique? Est-ce que c'est une énurésie primaire, donc l'enfant il n'a jamais acquis sa propreté, ou bien c'est une énurésie secondaire? Rechercher donc la fréquence des accidents. Et je vais vous montrer, donc on va se baser sur les calendriers mictionnels pour avoir une idée beaucoup plus claire pour le type d'énurésie, la fréquence des accidents au cours de la nuit et parfois au cours de la journée. Poser la question sur les habitudes de vie, là, quand bien ils boivent de l'eau. Il y a des enfants qui boivent beaucoup, d'autres qui évitent de boire de l'eau pour éviter les fuites et les accidents. Le comportement mictionnel, donc est-ce qu'il y a des troubles urinaires associés, une symptomatologie irritative, une urgenturie, une symptomatologie obstructive, une miction difficile à venir, un jet qui est haché. Est-ce qu'il a reçu un traitement auparavant? Est-ce qu'il a une constipation? Est-ce qu'il a un problème anorectal qui est associé? Donc, l'association de troubles vésico-sphinctériens anorectaux chez l'enfant et même chez l'adulte, ça oriente vers une pathologie neurologique. Donc, dès le début, vous suspectez le fait qu'il a une incontinence anale avec une incontinence urinaire. Il faut suspecter immédiatement la cause neurologique. Et puis, il faut poser la question comment ils vivent ce problème, et pour l'enfant et pour la famille. Ce n'est pas toujours évident, le plus souvent c'est dramatique. Et puis poser la question sur les niveaux socio-économiques. On peut s'aider de questionnaires, je ne vais pas m'attarder, tels que le CMT. Et puis après l'interrogatoire, faire l'examen clinique. Donc un examen clinique simple et un examen plus spécialisé. Cet examen clinique simple, tout simplement prendre la taille et le poids à la recherche d'un retard du développement psychomoteur, et puis examiner la gorge à la recherche d'une hypertrophie adénoïdienne dans le cadre d'un syndrome d'apnée de sommeil, examiner les organes génitaux externes à la recherche d'une malformation, un hypospadias, un phimosis, et penser à examiner les sous-vêtements parce que l'enfant, parfois, ils vous disent que je n'ai aucun accident au cours de la journée, il essaie de cacher, alors qu'en examinant les sous-vêtements, vous trouvez qu'il a sa culotte qui est mouillée et il a des fuites, il a une symptomatologie au cours de la journée et qui définit le tableau d'énurésie non monosymptomatique pour adopter donc une prise en charge adéquate chez l'enfant.
Est-ce qu'il y a des fuites, une incontinence anale? Donc, rechercher est-ce qu'il y a des traces d'incontinence anale. Et pour inspecter tout simplement la région lombosacrée à la recherche d'une touffe de poils qui oriente vers une malformation basse de la moelle, un dystrophisme médulaire. Mesurer la tension artérielle, les bandelettes urinaires à la recherche de diabète sucré ou diabète insipide, une néphropathie ou une hématurie. Donc, c'est important dans l'examen clinique. Et puis, pousser l'examen à la recherche, et quand je parle d'examen spécialisé ou examen poussé, c'est un examen neurologique. Et quand je parle d'examen neurologique, c'est un examen neurologique du périnée et un examen neurologique des deux membres inférieurs. L'examen neurologique du périnée, il est d'un apport capital pour nous orienter vers la présence ou pas d'une vessie neurologique et pour pousser les explorations à la recherche d'un problème neurologique sous-jacent. Cet examen neuropérinéal, il comporte comme les étapes d'un examen neurologique des membres inférieurs, la recherche de la sensibilité périanale, les métamères S2, S3, S4, S5, la motricité, les réflexes, la recherche des réflexes périnéaux, et puis la motricité par un toucher rectal pour voir s'il a une motricité qui est normale, s'il a une hypotonie anale qui oriente vers un problème lombosacré, une malformation médulaire, et puis complété par un examen neurologique rapide des deux membres inférieurs à la recherche de signes qui nous orientent vers, pour éliminer une cause neurologique et pour rechercher des signes d'alarme pour pousser les explorations complémentaires. Dans la continuité de l'examen clinique, donc j'ai mis exprès les calendriers mictionnels qu'on doit réaliser chez ces patients énurétiques et qui sont d'un apport considérable chez ces enfants. Donc on peut arrêter notre prise en charge, les investigations dans la réalisation de ces calendriers pour proposer un traitement de première ligne. Donc c'est une continuité de l'examen clinique. Il y a des auteurs qui les mettent dans l'examen complémentaire, mais c'est une vraiment continuité de l'examen clinique, tout simplement. Il faut réaliser un carnet de miction et il y a 3 types de carnets de miction chez l'enfant énurétique. Le carnet de miction au cours de la journée, ce qu'on appelle le carnet de miction nocturne, le carnet de miction diurne et puis le carnet ou le calendrier d'énurétique, 3 types de calendriers qu'il faut demander, patienter, expliquer bien aux parents. C'est vrai que ce n'est pas évident d'avoir dès la première consultation un calendrier, mais il faut vraiment insister pour avoir ces calendriers, pour proposer le traitement adéquat chez ces enfants. Et parfois, on est amené à punir les parents du fait qu'ils n'ont pas amené leur calendrier. On n'accepte pas en consultation du fait qu'il n'a pas amené le calendrier parce qu'il est capital. Donc, ce n'est pas évident de la réaliser de façon adéquate dès le début. Donc, qu'est-ce qu'on va demander aux parents de nous noter l'horaire d'émission sur une période de 2, 3, 4 jours. Parfois, on préfère de réaliser une période de 24 heures de bien faite que d'apporter un calendrier très mal fait de 3-4 jours. Donc, normalement, c'est 3-4 jours, 2 jours, ou si c'est impossible, c'est 24 heures. Idéalement, on peut les réaliser pendant les week-ends ou pendant les vacances. Donc, on propose à la famille de les réaliser pendant ces périodes. Et on va noter sur un bout de papier les horaires de miction, les volumes de mictionnels, les accidents. Et puis, ce calendrier mictionnel diurne va nous permettre d'apprécier la capacité vésicale. Est-ce que cet enfant il a une capacité vésicale réelle qui est diminuée? Et cette capacité vésicale réelle, c'est l'équivalent du volume maximal uriné qu'on va récolter par le calendrier mictionnel et le confronter à la capacité vésicale théorique qui est calculée selon une formule qui est l'âge plus 1 fois 30 et l'âge plus 2 fois 30 en millilitres pour avoir une idée théoriquement quelle est la capacité vésicale de cet enfant. Le calendrier mictionnel nocturne, ça va nous répondre à la question, est-ce que c'est un enfant il a une polyurie nocturne ou pas chez ces enfants pour savoir traiter ces enfants. Donc, peser les couches, demander aux parents de peser les couches. Et puis, on va avoir une idée sur la production d'urine, le volume de production d'urine pendant la nuit. C'est le volume des urines du matin au réveil. Et le poids des couches, donc c'est la somme du volume uriné le matin et le poids la différence entre couches sèches et couches humides. Et on va avoir une idée sur la quantité d'urine qui a été fabriquée par l'enfant la nuit. Et on parle d'une polyurie quand cette production d'urine pendant la nuit, elle dépasse 130% la capacité vésicale théorique. Donc ici, un exemple de calendrier réalisé par nos patients. Et je vous mets tout de suite 2 exemples. L'exemple 1, un enfant qui nous rapporte un calendrier de 2 jours, qui a des mictions
donc à peu près toutes les 2 heures, et vous voyez que le volume maximal sur ce calendrier, le volume maximal qui a été uriné, c'est 60 millilitres, donc au cours de la 2e journée. Cette capacité vésicale, donc si on calcule la capacité vésicale théorique, c'est un enfant âgé de 7 ans, 7 plus 1 fois 30, donc sa capacité vésicale doit donc aller de 240 à peu près à 270 millilitres. Il a une capacité vésicale diminuée. Et c'est un enfant chez qui, donc, on va proposer donc, un moyen thérapeutique qu'on va voir. Donc, une production d'urine la nuit qui est donc le poids des langes, c'est 230 grammes, à peu près c'est la même chose, 230 avec la miction du matin, 40, donc 230 plus 40, c'est 270 millilitres. Et si on la compare à la capacité vésicale théorique, c'est inférieur à 130% de la capacité vésicale théorique. Et c'est un enfant qui n'a pas de polyurie, il a tout simplement une capacité vésicale diminuée. Ce sont des enfants, c'est un enfant qui va s'améliorer normalement par les systèmes d'alarme et par les réveils au cours de la nuit chez cet enfant. Le deuxième exemple, c'est un enfant qui a, sur le calendrier mictionnel de 2 jours, la capacité, le volume uriné maximal, il est de 310 cc. C'est sa capacité vésicale réelle. Et en calculant sa capacité vésicale théorique, elle doit être de 300 à 330 millilitres. La production nocturne d'urine, c'est le poids des langes de 420 cc, avec la miction du matin qui est de 100 millilitres. C'est 520 millilitres de production d'urine pendant la nuit qui dépasse 130% la capacité vésicale théorique. Donc c'est un enfant qui a une polyurie, qui a une capacité vésicale réelle normale, et c'est un enfant qui normalement va s'améliorer par l'hormone antidiurétique ou par la desmopressine. Le calendrier diurétique, c'est un calendrier de 1 mois, vous voyez donc la photo, et on va demander à l'enfant pendant ce mois quelles sont les nuits où il a eu un accident, marqué un soleil ou un nuage, pour avoir une idée sur la fréquence, pour le suivi thérapeutique par la suite. Et puis, ce calendrier diurétique, il a un rôle thérapeutique. Ça a été démontré dans les études. Il y a 15 à 20% des enfants qui guérissent tout simplement par cette intervention, la réalisation du calendrier diurétique. Je vous ai mis cette plaque de prise en charge dès maintenant, malgré que je ne vais pas parler de prise en charge, pour vous dire que dès cette étape, on peut proposer une prise en charge thérapeutique chez les enfants. En réalisant un interrogatoire minutieux, un examen clinique qui est simple, et réaliser donc les calendriers mictionnels de la journée, de la nuit et le calendrier diurétique, on peut proposer, selon si l'enfant il a une polyurie nocturne ou pas, selon sa capacité vésicale réelle et selon sa capacité vésicale théorique, on peut proposer le traitement idéal qui peut guérir cet enfant. Donc, si cet enfant il a une polyurie nocturne avec une capacité vésicale qui est normale, c'est la desmopressine, c'est le traitement, l'hormone antidiurétique. S'il a une polyurie nocturne qui a été confirmée par le calendrier mictionnel avec une capacité vésicale diminuée, donc l'enfant il a une petite capacité vésicale, c'est l'association de la desmopressine avec les réveils sonores ou bien le réveil au cours de la nuit. Si l'enfant n'a pas de polyurie nocturne, il a une capacité vésicale normale, on va proposer ou bien le réveil ou bien la desmopressine. S'il n'a pas de polyurie nocturne avec une capacité vésicale qui est diminuée, c'est un enfant qui doit être réveillé pendant la nuit, vu qu'il a une petite capacité vésicale, pour faire mission, pour l'habituer dans le cadre d'une thérapie comportementale pour améliorer sa symptomatologie. Les examens complémentaires, dans la majorité des cas, comme je l'ai dit, on se limite donc à un interrogatoire minutieux, un examen clinique, le carnet de miction nocturne-diurne et le calendrier diurétique pour proposer un schéma thérapeutique. Les examens complémentaires, c'est en fonction de l'âge. Donc, il y a une différence entre un enfant âgé de 6 ans et de 12 ans ou 15 ans. En fonction des symptômes associés dans le cadre d'une énurésie non monosymptomatique ou une énurésie secondaire, donc il faut explorer et pousser les explorations. En fonction de la réponse au traitement, donc qui répond ou non au traitement, et parfois à la demande des patients, de parents qui sont inquiets. Parfois on est poussé, il n'y a pas de nécessité de demander des examens complémentaires ou une exploration urodynamique ou une IRM, puisque les parents ils sont inquiets, donc on est amené à pousser les explorations complémentaires. Il y a des signes d'alarme pour pousser les examens complémentaires. L'énurésie secondaire, toujours, il y a quelque chose qui se cache, il faut rechercher une cause à cette énurésie secondaire, donc ça peut être tout simplement une infection urinaire ou bien un diabète ou bien une cause neurologique ou une cause urologique.
toujours pousser les explorations en matière d'énurésie secondaire. Quand il y a une symptomatologie au cours de la journée, dans le cadre d'un tableau d'énurésie non monosymptomatique, donc ce n'est pas uniquement la nuit, c'est la nuit et la journée. Quand l'enfant il a des urgences mictionnelles, des fuites par urgence au cours de la nuit, il faut bilanter, il faut pousser les explorations. Et je vous le dis que si l'enfant il a une symptomatologie au cours de la journée d'urgenturie, il faut commencer par traiter cette urgenturie avant de traiter la symptomatologie nocturne. Donc, on ne peut pas avoir une correction de ce qui se passe la nuit avant de corriger ce qui se passe au cours de la journée, surtout dans le cadre d'un tableau d'hyperactivité vésicale. Le jet faible, l'émission saccadée, l'enfant, c'est-à-dire l'enfant, il est dysurique, il faut penser à un obstacle vésical, à un problème de contraction vésicale, à une vessie neurologique. Donc, il faut pousser les explorations. Il a l'exploration urodynamique à la recherche d'un obstacle pour confirmer donc la présence d'obstacles ou bien l'hypocontraction au niveau de la vessie par l'exploration urodynamique, elle est très utile. Quand, toujours dans les signes d'alarme, quand il y a une perte de poids, une staphantin, des nausées, des glucosuries, il faut exclure le diabète, bien sûr, bien évidemment. Quand il y a des problèmes importants du comportement, pensez à la prise en charge psychologique. Et puis, l'énurésie réfractaire aussi, il faut penser à pousser les explorations. Les examens complémentaires, ça peut être une débimétrie tout simplement, ou bien tout le bilan urodynamique. Donc, la débimétrie, c'est le premier temps de l'examen urodynamique. Il va nous apprécier l'aspect de la courbe. Est-ce que l'enfant, il est dysurique, et mesurer le débit max. Chez l'enfant, il a un urètre qui est court, donc on peut être tolérant. On peut accepter un débit max de 10 ml par seconde, c'est tout à fait normal. Et il y a des normogrammes, et vous voyez que le débit max, il augmente avec l'âge. Donc, le premier temps, c'est la débimétrie. On peut pousser dans l'exploration urodynamique, donc la réalisation de la cystomanométrie. Le deuxième temps de bilan urodynamique. Ce bilan urodynamique, il est chronophage, c'est un examen invasif. Il faut vraiment informer la famille, calmer l'enfant, expliquer à l'enfant avant, parce que ce n'est pas évident de faire ce bilan urodynamique chez les enfants. Il est indiqué surtout quand on suspecte quelque chose de neurologique à l'examen neuropérinéal et l'examen neurologique des membres inférieurs. Quand cette énurésie n'est pas isolée, il y a des symptômes associés, irritatifs ou obstructifs, associés à ce qui se passe au cours de la nuit, ou bien quand on suspecte un dysfonctionnement vésical. Donc rapidement, la cystomanométrie, le deuxième temps de l'examen, donc dans une position gynécologique avec des capteurs de pression à eau, avec une sonde spéciale, avec des capteurs de pression à eau, une sonde qui est placée dans la vessie, avec un capteur de pression urétrale et un capteur de pression vésicale pour mesurer la pression au niveau de la vessie et rechercher ces contractions anormales qui apparaissent au cours du remplissage, et une sonde placée au niveau du rectum pour mesurer la pression abdominale. Et on va avoir cet aspect-là, la courbe de cystomanométrie avec deux phases, une phase de remplissage et une phase mictionnelle. Au cours de la phase de remplissage, normalement la pression vésicale elle n'augmente pas ou augmente très peu du fait que la paroi vésicale c'est un élastique, c'est du fait de l'élasticité de la paroi vésicale. Et puis, on va rechercher au cours de phase de remplissage s'il y a apparition de contractions anarchiques, de contractions anormales, pour définir l'hyperactivité vésicale, l'hyperactivité des organes dans le cadre d'un tableau d'hyperactivité vésicale. Au cours de la phase mictionnelle, vous voyez qu'il y a une contraction vésicale accompagnée d'une ouverture du col. Ici, la courbe rouge, c'est l'ouverture du col vésical, témoignant d'une bonne synergie vésico-sphinctérienne. Quand il y a une dysynergie vésico-sphinctérienne, on va avoir une contraction et de la vessie et une contraction du sphincter en même temps, donc une contraction qui définit la dysynergie vésico-sphinctérienne dans le cadre d'une vessie neurogène ou une vessie neurologique. Donc parfois, au cours de cette phase mictionnelle aussi, on note que la contraction vésicale qui est très faible, c'est une hypocontractilité vésicale et l'enfant il urine plutôt par poussée abdominale. Donc, les cystomanométries, le remplissage petit à petit, et on va interroger l'enfant. Parfois, on est amené, donc on est face à une contraction anarchique qui apparaît, qui témoigne d'une hyperactivité vésicale. Le deuxième examen, c'est l'échographie. Ça va nous permettre d'avoir une idée, est-ce qu'il y a mesuré l'épaisseur de la vessie, est-ce qu'il y a un épaississement de la paroi vésicale, est-ce qu'il y a, donc, qui se sont dessinés, est-ce qu'il y a un épaississement de la paroi vésicale pour avoir une idée, est-ce qu'il s'agit d'une vessie de lutte, d'un régime à haute pression au niveau de la vessie, et puis pour mesurer le résidu, tout en sachant qu'une seule mesure par l'échographie n'est pas suffisante pour dire que c'est un enfant qui a un résidu post-mictionnel ou pas. Il faut toujours réaliser un calendrier mictionnel avec mesure du résidu de 24 heures pour être sûr que c'est un enfant
qui a des résidus significatifs. L'UCR, en cas d'infection à répétition fébrile, à la recherche d'un reflux. Quand on suspecte aussi un obstacle. Parfois, on est amené, donc, quand il y a des signes d'orientation à l'examen clinique neurologique des membres inférieurs et l'examen neuropérinéal, demander des radiographies standards à la recherche d'une spina bifida occulta. Donc, vous voyez le défaut de fermeture de l'arc postérieur. Et puis, donc, parfois, on est amené aussi à demander une IRM médulaire pour quand il y a des anomalies à l'examen neurologique, à la recherche d'une malformation basse de la moelle ou d'une tumeur qui est passée inaperçue. Donc, ici, des éléments que chez des patients qu'on a découverts à l'examen des enfants qui ont été envoyés pour énurésie. Vous voyez qu'une hypertrophie du col avec une vessie multidiverticulaire, une dilatation de l'urètre postérieur, une image donc en coup d'angle en rapport avec une valve de l'urètre postérieur. Vous voyez la dilatation très importante urétéro-pyélocalicielle chez cet enfant qui a un problème de reflux et de valve de l'urètre postérieur. Le syndrome de Inman, ici à l'échographie, une dilatation urétéro-pyélocalicielle qui est monstrueuse, qui est très claire, évidente à l'échographie, découverte avec un épaississement de la paroi vésicale chez cet enfant qui a une vessie neurogène, non neurogène. Vous voyez donc le reflux, la dilatation urétéro-pyélocalicielle qui est découverte à l'UCR et puis à l'aérodynamique. Dès qu'on a commencé le remplissage, une contraction vésicale qui apparaît avec une hyperactivité du détriseur à l'exploration aérodynamique. Un autre enfant aussi qui a un reflux qui a été découvert, qui nous a été envoyé donc pour un problème d'énurésie qu'on découvre à l'UCR, demandé après l'examen clinique et le calendrier. Donc, grosso modo, ce qu'il faut demander, que ce soit c'est une énurésie primaire ou secondaire, toujours il faut faire une anamnèse, toujours il faut bien examiner le carnet de miction nocturne et diurne et le carnet d'énurétique. Parfois, analyser les urines dans l'énurésie secondaire, la débimétrie et le bilan urodynamique toujours dans l'énurésie secondaire et l'énurésie primaire dans le cadre de l'énurésie non monosymptomatique, l'échographie dans le cadre d'une énurésie non isolée associée à d'autres symptômes du bas appareil urinaire et au cas par cas, donc c'est vraiment au cas par cas, on demande la cystographie et la totalité du bilan urodynamique. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer comme traitement? Heureusement qu'il y a plusieurs moyens thérapeutiques. Il suffit de parler, il suffit de patienter, il suffit d'être motivé pour cette prise en charge et l'enfant et la famille. Et il faut se fixer des objectifs pour cette prise en charge. Il faut avoir pour objectif d'assurer la continence, de diminuer la sévérité des symptômes, de diminuer le retentissement de cette énurésie et sur l'enfant et sur la famille et d'éviter bien sûr les rechutes à long terme qui peuvent se voir. Toujours commencer par une thérapie comportementale. Donc malheureusement, on néglige cette thérapie comportementale. Les anglo-saxons, ils commencent toujours par tout ce qui est comportement, tout ce qui est thérapie comportementale. Les francophones, ils commencent par les médicaments. Nous, on suit les francophones. Et aussi, dans notre société, dans notre population, dans notre société, ce n'est pas évident de suivre ces mesures de thérapie. Parfois, on néglige ces mesures de thérapie comportementale, mais ils sont très importants. Ils peuvent faire guérir l'enfant et améliorer l'enfant par une simple prise en charge comportementale. Tout simplement, il faut motiver l'enfant et sa famille pour la prise en charge. Il faut informer sur le fonctionnement normal d'une vessie, expliquer la physiopathologie de son problème à l'enfant, donc pour qu'il puisse être pour l'enfant et pour sa famille, pour qu'il être dans le bain et suivre les mesures thérapeutiques. Des conseils de style de vie, éviter les excitants, les diurétiques, le thé, le café, ne pas boire au cours de la nuit de façon abondante, donc de façon modérée, et puis assurer un apport hydrique qui est correct, qui est à peu près de 2 à 2,5% le poids corporel chez l'enfant. Donc, toujours dans les conseils de vie, supprimer les couches. Il faut préférer d'aménager le lit par une alaise pour faire sortir l'enfant de cette attitude régressive, c'est très important. Éviter les facteurs d'excitation et d'anxiété, il faut dédramatiser pour l'enfant et éviter les menaces, les humiliations pour l'enfant pour ne pas entrer dans un cercle vicieux et pour aboutir à une correction. L'exercice physique,
dans le cadre d'une prise en charge comportementale simple. Donc, de nos jours, on parle de l'importance de réaliser quelques exercices la nuit avant de dormir avec ou sans poids, et le fait qu'il y a une sudation, du fait que ça diminue le stress, ça peut améliorer cette fuite, donc cette énurésie au cours du sommeil, mais il n'y a pas il n'y a pas d'études randomisées contrôlées pour confirmer l'utilité de ce moyen thérapeutique comportemental. Le système de récompense, récompenser l'enfant, lui donner une étoile dans toutes les nuits sèches, et à partir d'un certain nombre prédéfini d'étoiles, on va lui promettre un cadeau par exemple, et ça contribue à l'amélioration. Le réveil nocturne, donc les parents, on les conseille d'amener leur enfant de réveiller l'enfant et d'amener jusqu'aux toilettes. Et puis, ça peut avoir une efficacité à court terme. Et puis, l'entraînement à la retention. Chez les enfants chez qui on trouve une capacité vésicale qui est diminuée, on va leur dire d'essayer de se retenir au cours de la journée. S'il a une sensation de fermiction, de patienter 10 minutes, 15 minutes et augmenter cet intervalle avec le temps pour entraîner cette vessie et pour augmenter un tout petit peu sa capacité vésicale chez les enfants qui ont une capacité vésicale diminuée. La prise en charge comportementale un peu plus complexe, qu'on appelle les réveils sonores ou les alarmes, ils sont très utiles, classés niveau 1, grade 1 de recommandation selon l'International Continence, donc la société, de l'International Consultation sur l'incontinence. C'est une sorte de conditionnement pour l'enfant. Ce sont 2 électrodes qui sont séparées par du tissu, et dès que le tissu est imbibé par une goutte d'urine, il y a un système sonore, il y a une alarme qui va se déclencher, qui va réveiller l'enfant pour aller rapidement aux toilettes. Donc c'est une sorte de thérapie comportementale pour habituer l'enfant à se réveiller à la réplétion vésicale, de se réveiller par l'apparition de cette contraction vésicale. La durée de l'utilisation de ces alarmes de 2 à 3 mois avant de juger l'efficacité. Et puis, pour le critère d'efficacité, c'est d'avoir 14 nuits successives de 100 épisodes d'énurésie. S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 1 mois et demi, 1 mois, il faut arrêter le traitement ou bien associer un autre moyen thérapeutique. Toujours dans le réveil sonore, donc le taux de réussite, c'est à peu près de 50 à 80%. Après 10 à 12 semaines de traitement, des rechutes sont possibles au cours des 6 premiers mois, suivant le traitement, mais le taux de guérison, grosso modo, c'est 50% de taux de guérison qui dure dans le temps. Donc le système d'alarme, ici un normogramme, donc il faut, chez les enfants chez qui on a utilisé l'alarme, il faut les surveiller 1 à 2 fois par mois. S'il n'y a pas d'amélioration, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, il faut arrêter le traitement, réévaluer cliniquement, refaire l'examen clinique, refaire le calendrier mictionnel et ajuster le traitement. S'il y a une amélioration, il faut continuer l'utilisation de l'alarme, avoir un critère d'efficacité 14 nuits successives sans sèche, et puis proposer une fenêtre thérapeutique chez ces enfants. En cas de rechute, il faut conseiller de reconsulter ou bien de reprendre l'utilisation de l'alarme chez les enfants. S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 6 semaines, 8 semaines, on peut penser à une association alarme hormone antidiurétique, la desmopressine. Donc cette desmopressine, elle est aussi classée niveau 1, grade A de recommandation selon la consultation internationale sur l'incontinence. C'est un analogue de l'hormone antidiurétique. Son action, c'est de diminuer la production d'urine pendant la nuit et de relâcher aussi les contractions, donc essentiellement de diminuer la production d'urine au cours de la journée. Il y a plusieurs formes qui existent. Je pense que dans notre marché tunisien, il y avait la forme nasale, il y avait les comprimés. Donc la forme nasale, je pense qu'elle est retirée, elle n'existe plus. Donc plusieurs formes peuvent être utilisées. Moi, je préfère les formes orales parce qu'avec les nébulisations, c'est pas évident d'être sûr qu'il a eu toute la dose. Et puis, donc, il y a la dose de 10 à 40 microgrammes pour les formes nasales et pour les lyophilisas, donc par voie sublinguale, elle est la forme préférable parce que l'enfant n'est pas amené à prendre une quantité supplémentaire d'eau en prenant donc son comprimé de 120 à 360, on peut arriver à 360 microgrammes par jour. Il faut le prendre de façon adéquate. Une prise 1 heure avant la dernière miction. Il faut arrêter le boisson 1 heure avant la prise et 8 heures après. Et la durée initiale du traitement de 2 à 6 semaines, à peu près 2 mois, on va essayer, et selon l'efficacité, jusqu'à 3 mois.
La desmopressine elle est essentiellement indiquée donc, chez les patients qui ont une polyurie nocturne et chez les parents qui refusent d'utiliser les systèmes d'alarme, qui se précipitent pour avoir un effet qui est rapide. Donc, on va utiliser, ou donc, en cas d'échec du réveil sonore, les effets secondaires, l'intoxication à l'eau. Donc, vous connaissez très bien les signes et il faut faire attention lors de l'utilisation de la desmopressine. Le taux de réussite il est à peu près de 60 à 70%. Et s'il y a une résistance au traitement qui est suspectée devant l'absence d'amélioration de plus de la moitié de la symptomatologie, il faut suspecter une vessie hyperactive associée. Donc, est-ce que l'enfant, donc il faut refaire l'interrogatoire, rechercher vraiment une hyperactivité vésicale, une urgenturie. Et à ce moment-là, on va associer l'anticholinergique à la desmopressine qui est classée niveau B, grade B. Pensez à la présence de diabète, la constipation chronique, un syndrome d'apnée de sommeil, des facteurs émotionnels associés ou bien une mauvaise utilisation tout simplement de la desmopressine. Donc ici, je passe, c'est la même chose, je pense que je n'ai pas beaucoup de temps pour la desmopressine, l'arbre décisionnel. Donc, les anticholinergiques chez les enfants atteints d'énurésie monosymptomatique, la monothérapie avec les anticholinergiques n'est pas recommandée. Donc, c'est ce qu'on voit dans notre pratique courante. Il y a plusieurs enfants qui sont sous anticholinergiques alors que c'est une énurésie qui est monosymptomatique, qui ne nécessite pas la prise d'anticholinergiques. Pour les enfants atteints d'énurésie non monosymptomatique avec une association d'une symptomatologie diurne avec des signes d'hyperactivité vésicale, on peut les combiner, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est une recommandation niveau B, grade B. Attention à la constipation. La molécule préférable chez l'enfant, c'est la propivérine. Et puis, elle est mieux tolérée que l'oxybutyline. Les 3 molécules qui peuvent être utilisées chez l'enfant, c'est la propivérine qui est classée grade 1, classe A, et la toltérodine qui est classée aussi classe 1, grade A. Et puis après, l'oxybutyline classée donc grade 2 classé. L'antidépresseur tricyclique l'imipramine, il peut être essayé chez les enfants qui ont des troubles attentionnels, une hyperactivité, donc ça peut être essayé à la dose de 1 à 2,5 mg par kilo par jour pendant 4 à 6 mois. Il faut faire attention à la cardiotoxicité, efficace à peu près chez 40% des enfants, et il y a le taux de rechute malheureusement à l'arrêt du traitement, il est très important, et c'est un traitement de 3e ligne, donc parfois on est amené d'associer ce traitement. Les diurétiques, il y a des études qui ont parlé de l'utilité de l'utilisation des diurétiques au cours de la journée pour minimiser ce qui se passe la nuit, l'énurésie au cours de la nuit. Moi, je n'ai pas, donc c'est dans la littérature, je n'ai pas d'expérience. C'est une étude récente. Et puis l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'indométacine, l'indocide. Et il y a une revue systématique avec des essais randomisés en 2012 qui parle de l'utilité de diclofénac, de l'indométacine dans le traitement de l'énurésie, mais moins efficace que la desmopressine. Kiff, je n'ai pas d'expérience là-dessus. Quand il y a une résistance sur le traitement, l'énurésie résistante au traitement, il faut penser la première cause de résistance au traitement, c'est une erreur diagnostique. Donc, c'est trompé de diagnostic, ce n'est pas une énurésie monosymptomatique, c'est un tableau d'énurésie non monosymptomatique. Il faut s'acharner pour rechercher des signes urinaires discrets à l'interrogatoire et à la réalisation du calendrier mictionnel, rechercher ce syndrome d'hyperactivité vésicale. Parfois, il faut faire attention, il y a une urgenturie qui est masquée, entre guillemets. Il y a des enfants qui évitent de boire de l'eau pour ne pas avoir des accidents au cours de la journée, pour ne pas mouiller à l'école, pour ne pas avoir des fuites à l'école. Donc, il faut refaire le calendrier avec une quantité de boissons qui est suffisante au cours du week-end ou au cours des vacances. Parfois, quand il y a une résistance, il faut suspecter un dysfonctionnement urétral avec une dysénergie vésico-sphinctérienne, idiopathique ou dans le cadre de vessie neurologique. Donc, il a l'utilité du bilan urodynamique à la recherche de cette dysénergie pour proposer le traitement adéquat. En cas de polyurie nocturne, donc énurésie nocturne persistante sous traitement, il faut s'assurer donc s'il y a une résistance chez les patients qui ont un problème de polyurie, s'assurer qu'il prend correctement son traitement, donc s'assurer de l'inobservance du traitement, s'assurer que l'enfant parfois il ne fait pas miction avant de coucher, il faut insister là-dessus, ne prend pas son traitement à l'heure, 1 heure avant la dernière miction, avant le coucher, pensez au diabète insipide et puis éviter les quantités excessives de boissons la nuit.
Pensez aussi devant une résistance au traitement, aux comorbidités associées. Je reviens à la constipation, cette fameuse constipation. Il faut la rechercher, il faut la traiter avant de traiter l'énurésie par des quantités vous connaissez très très bien. Donc la prise en charge de cette constipation et les troubles psychiatriques, pensez à la prescription d'imipramine chez les enfants qui ont des troubles du comportement hyperactifs et des troubles de l'attention. En conclusion, donc, il faut bien connaître le type de l'énurésie, bien connaître le tableau clinique qu'on va traiter. Est-ce que c'est une énurésie monosymptomatique, non monosymptomatique? Est-ce que c'est primaire? Est-ce que c'est secondaire? Faire le diagnostic correct de l'énurésie monosymptomatique, et ceci à travers un interrogatoire tout simplement policier, si on peut le dire, faire un examen clinique simple et un examen plus poussé à la recherche d'une cause neurologique sous-jacente et une cause urologique. Pas de possibilité, on ne peut pas parler de possibilité de traitement d'énurésie chez l'enfant sans réalisation de calendrier mictionnel. Malheureusement, il faut insister là-dessus. Les examens complémentaires sont au cas par cas. Le bilan urodynamique, l'IRM, lambeaux sacrés sont d'un apport donc, considérable dans certaines situations. Les moyens thérapeutiques disponibles, donc il y a des moyens thérapeutiques, la desmopressine, les alarmes, les anticholinergiques. Et il ne faut pas négliger le traitement de première ligne qui est la thérapie comportementale. Donc, je vous remercie. Donc,